parole à la communauté musulmane de Reims. Après cette nouvelle décapitation d'un otage américain revendiqué par le groupe Daesh, comment cette communauté réagit-elle face à ces crimes perpétrés au nom de l'islam? Regardez le premier volet de cette enquête signée Mathieu Guillerot et Isabelle Griffon. Vendredi, à la mosquée Sainte-Anne de Reims, le jour de la grande prière pour plus de 1200 fidèles. Les musulmans, une communauté au cœur d'une actualité internationale anxiogène, avec notamment les guerres et les massacres en Syrie et en Irak. Crainte de l'amalgame, risque de repli identitaire, comment les musulmans rémois vivent-ils leur foi dans l'Hexagone, entre tradition et culture française? En septembre dernier, pour protester contre l'assassinat de l'otage français Hervé Gourdel par un groupe djihadiste algérien, plusieurs manifestations rassemblent des centaines de fidèles dans la région. Une mobilisation pour présenter le visage d'un islam pacifique et prévenir toute forme de stigmatisation ici en France. Les premières victimes aujourd'hui de l'assassinat d'Hervé Gourdel, j'ai envie de dire, après bien évidemment Hervé Gourdel et sa famille, on a été touchés en tant que Français, c'est aussi la population musulmane et il faut le souligner parce qu'on a l'impression qu'on nous regarde tous comme des assassins. Aujourd'hui vous êtes dans une mosquée ouverte à l'accueil du public musulman, non musulman, et quand on se côtoie, quand on échange, vous vous rendez compte que finalement on a affaire à des humains qui partagent les mêmes valeurs que vous, sauf que religieusement parlant, ils ont une idéologie, ils ont une croyance qui est la leur et elle leur appartient, tout simplement. Dans cette association culturelle de quartier regroupant des femmes musulmanes et non musulmanes, la mort d'Hervé Gourdel reste aujourd'hui toujours incomprise. C'est vraiment le basique de chez basique, ça. C'est tellement à l'opposé de ce qu'on est que ça ne peut pas être de l'islam. C'est pas possible. Pour nous, c'est vraiment évident que c'est pas de l'islam. Voilà. C'est une horreur. C'est des gens qui instrumentalisent l'islam. Une condamnation sans équivoque, mais pas de manifestation en mémoire de l'otage pour ces musulmanes, lassées de devoir se disculper d'actes commis par d'autres. Évidemment, on est désolidarisés de fait. Mais le fait de nous demander, c'est presque même une insulte. Alors, je parle par exemple de ce qui se passe très loin, pour nous, très très loin, en Syrie, en Irak, enfin voilà. C'est très très loin pour nous, ça ne nous concerne pas. Mais on est obligé de se justifier de ce qui se passe là-bas. C'est presque des fois insultant, on se dit mais mince, ça se voit sur ma tête quoi. Bien sûr que c'est un cauchemar, c'est ce qui se passe, bien sûr que c'est terrible, bien sûr que c'est traumatisant. Dès qu'il y a un événement, dès qu'il y a un fait divers, parfois souvent des cas isolés, on a l'impression, on nous explique qu'on doit se justifier, on doit se présenter même des excuses. Ça, je trouve que c'est condamnable. Les musulmans n'ont pas à présenter d'excuses quand un détraqué, quelqu'un qui a commis un acte blâmable, alors là, il doit être puni, sévèrement puni, il y a la justice qui est là. Musulmans et Français, la religion d'une part, la communauté nationale de l'autre. Un double héritage, aujourd'hui plus qu'assumé, revendiqué, au travers d'une expression, l'islam de France. On ne peut pas imposer un islam tout en effaçant le contexte qui est le nôtre. Nous sommes en France et l'islam, il n'a aucune incompatibilité parce qu'il est intemporel. Il peut être valable en tout temps et en tout lieu. À nous, hommes intelligents, les hommes de science, à interpréter l'islam et lui donner la lecture authentique qu'il mérite en fonction de son contexte géographique et de son contexte historique, philosophique. Des imams formés dans l'Hexagone, des prêches en arabe et en français, et pour toute question d'interprétation du Coran, des autorités religieuses imprégnées des traditions et du mode de vie occidental. On fait référence à nos savants au niveau européen qui connaissent l'Europe, qui connaissent les caractéristiques principalement de la France et en fonction du contexte, ils émettent des avis qui généralement vont dans la conformité et de la religion et des lois de la République, en tout cas pour la France. L'éthique musulmane, elle correspond pour un grand pourcentage à l'éthique occidentale et les valeurs portées par le droit commun. Donc il n'y a pas de contradiction. Je ne sens pas cette crise d'identité, pas du tout. Non, non. J'aime bien moi ma petite carte bleue. Elle me va très bien, j'en ai pas d'autres. Je suis pas américaine, je suis pas anglaise, je suis française. L'islam de France, un concept pourtant fragile, discuté et jugé parfois trop conciliant par certains fidèles. Qu'est-ce qu'est réellement l'islam de France? Moi, je suis français, mais je ne pratique pas l'islam de France. Mon prophète, les prières et bénédictions soient sur lui, il a ramené qu'une religion, qui est l'islam.
Il n'y a pas dit pour la France, on va faire comme ça, pour le Brésil, on va repousser les prières pour le foot. Non, il a ramené la religion islamique. Et le jour où je me sentirai lésé dans ma religion en France, je partirai. Mais je me dis que ça aurait été dommage de ne pas pouvoir pratiquer ma religion un jour, si ça arrive, et de quitter le pays. Ça m'embêterait un peu, parce que la France m'a apporté beaucoup. Et la deuxième partie de cette enquête est à retrouver dimanche prochain à 19h sur notre antenne. Notre page sport maintenant, largement consacrée au 7e tour de la Coupe de France de football. Avec vous, Grégoire Schott. Bonsoir. Bonsoir Charles-Henri, bonsoir à tous. Et on commence par les bonnes nouvelles avec des clubs qualifiés. Oui, ça passe d'abord pour Sedan, mais dans la douleur, les Ardennais qui étaient opposés hier soir au stade Louis-Dugo-Gaz à Champigny-sur-Marne, une équipe qui évolue 2 niveaux en dessous du CSSA. Les Sedanais en rouge menaient 2-0 à la mi-temps, puis se sont fait rattraper. 2 partout, la prolongation n'a rien donné et c'est au tir au but que les Sangliers ont fait la différence avec notamment un arrêt, vous le voyez, de leur gardien Jean N. Djalkonog habituel. Remplaçant, les Sedanais seront donc au 8e tour. Autre club qualifié, 3, l'Estac qui n'avait pas forcément la partie facile hier dans l'Oise face à Chambly, une formation de national et comme prévu ça a été compliqué, les joueurs de l'Oise sont revenus à la marque et les Aubois en noir ont attendu la 89e minute pour inscrire le but de la qualification par Jimmy Cabot de la tête, 2-1, les Troyens qui se sont donc sortis du piège de la Coupe de France. C'est terminé en revanche pour l'un des petits poussés de Champagne-Ardenne, Saint-Dizier. L'Espérance y a cru face à Beauvais, mais les Haut-Marnais, pensionnaires de division d'honneur, se sont finalement inclinés logiquement. On revient sur cette soirée avec des images de Paul-Antoine Boudet. À 1 heure du coup d'envoi, les joueurs de Saint-Dizier entrent doucement dans leur match. Affronter une équipe semi-professionnelle, c'est forcément un moment particulier pour eux qui évoluent en division d'honneur. Même si l'Espérance a maintenant l'habitude, lors des 2 dernières saisons, l'aventure en coupe s'est arrêtée contre des formations de CFA. Le groupe s'est donc